On l'a appelé le procès de la honte, le procès de la faillite d'enfants censés être protégés. Depuis lundi, ce sont 18 personnes d'un même village qui sont jugées à Châteauroux pour avoir accueilli illégalement des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance du Nord. Un véritable réseau composé de familles qui n'avaient pas d'agrément, certaines s'étant même vues retirer le leur pour des condamnations sur des faits d'agression sexuelle sur des mineurs. Accueil illégal, conditions d'accueil indignes, au total, les montants versés à ces familles par l'aide sociale à l'enfance s'élèveraient à plus de 630 000 euros. Pis encore, les dizaines d'enfants placés dans ces familles ont raconté les humiliations, les violences psychologiques, physiques et le travail forcé qui pouvait leur être imposé. Ce qui vaut pour 2 des prévenus, les têtes de ce réseau, d'être poursuivis pour violence sur ces mineurs. Comment en est-on arrivé à cette situation ? Comment ces enfants ont été placés sans aucun contrôle ? L'aide sociale à l'enfance a-t-elle une responsabilité dans cette affaire ? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice au site bfmtv.com. Avec vous, nous allons revenir sur ce système mis en place par 2 hommes, un système visant à escroquer les services de l'aide sociale à l'enfance, mais aussi un système d'esclavagisme vis-à-vis de ces enfants. Bonjour Perrine Goulet. Bonjour. Vous êtes députée MoDem de la Nièvre, vous êtes également présidente de la délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale. Vous-même, vous avez été placée en foyer dans votre enfance. Avec vous, nous allons tenter de comprendre comment cette situation, cette absence de contrôle a pu se produire et quelles mesures doivent être prises pour améliorer la prise en charge de ces enfants qui, je le rappelle, sont confiés à l'État pour les protéger. Tout d'abord, Justine, revenons sur ce procès que l'on peut qualifier d'hors norme et qui s'est ouvert en début de semaine devant le tribunal correctionnel de Châteauroux. Comment les faits ont-ils été découverts ? On est en septembre 2017. Mathias, c'est un enfant qui est placé en famille d'accueil. Il est hospitalisé en urgence au CHU de Limoges. C'est un homme, Julien M., son tuteur, qui vient de l'amener. Il évoque une mauvaise chute. Il va aussi parler de ce jeune garçon de 15 ans et il va le décrire comme un manipulateur, un psychopathe, un pervers sexuel. Sauf que, en fait, en réalité, on va vite comprendre que Julien M, il essaie d'assurer ses arrières puisque quand le jeune Mathias va sortir du coma, donc une semaine plus tard, après son hospitalisation, il va supplier l'équipe médicale de ne pas retourner chez cet homme et il va dénoncer les mauvais traitements qu'il a subis, à la fois un travail forcé, mais aussi des violences qui l'ont conduite jusqu'à l'hôpital. L'équipe médicale, elle va aussi se souvenir que Julien M, il y a quelques mois auparavant, il a aussi amené un autre jeune garçon, lui aussi qui a eu besoin d'une prise en charge médicale, et donc le CHU va faire un signalement au procureur et une enquête va être ouverte. Les enquêteurs vont rapidement établir que Mathias n'est pas un cas isolé, donc ils vont remonter jusqu'à une structure d'accueil basée dans l'Indre, structure par laquelle des dizaines d'enfants ont été placés par l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. Oui, cette structure, elle s'appelle Enfance et Bien-être. Vous allez le voir, côté bien-être, elle n'emporte que le nom, car cette structure montée donc par cet homme, Julien M, et un associé à lui, Bruno C, n'a pas d'agrément pour accueillir ces enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance, la DAS plus communément appelée, avec Bruno C, donc cet associé. Ils vont mettre en place cette structure, disent-ils, pour échapper au fisc. Mais dans ce dossier, on a réellement l'appât du gain sur le dos d'enfants qui sont déjà dans une situation de difficulté. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ils vont contacter l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance va leur confier des enfants qui vont être d'abord placés chez eux, mais vu le bénéfice qu'ils peuvent en tirer, ils vont en fait recruter, entre guillemets, d'autres familles, des proches, des gens qui habitent dans leur village, pour aussi accueillir des enfants. Donc plus de familles qui accueillent, plus d'enfants accueillis, donc plus de gains pour eux. Et au total, entre 2010 et 2017, c'est plus de 630 000 euros qui auraient été versés à cette structure, 630 000 euros d'argent public. Un système pour détourner de l'argent public, donc, mais l'affaire va évidemment plus loin, Justine, car nombreux de ces jeunes placés ont en fait subi des violences.
Oui, c'est ce que dénonce dans un premier temps donc Mathias, le jeune garçon qui était hospitalisé au CHU de Limoges. Il va raconter que donc Julien M, son tuteur, avant de le placer dans une autre famille d'accueil, lui l'a forcé à travailler à la fois sur des chantiers, donc du travail illégal. Il va dénoncer aussi des humiliations, notamment cette scène où cet homme, lors d'une soirée alcoolisée avec son compère Bruno C, va essayer de lui baisser son pantalon, puis va lui uriner dessus. L'associé, celui que les autres enfants vont surnommer l'ogre, est accusé, lui, d'être un réel bourreau. On parle de claques, de coups de pied, de coups de poing, de strangulation. On parle aussi de surmédication, de prescription à ces enfants de médicaments dont ils n'ont absolument pas besoin. Julien M, lui, est accusé d'avoir aussi menacé certains de ses enfants avec un couteau. Il en a attrapé un autre pour lui plonger la tête dans les toilettes. À cela, on s'ajoute aussi des conditions innommables de vie pour ces enfants. Certains vivaient dans des caravanes sans eau et aussi donc ces travaux forcés sur des chantiers, dans les champs. Plusieurs choses interrogent dans cette affaire. Les traitements infligés à ces enfants ont en fait mis des années à être révélés. Et puis il y a évidemment l'absence d'agrément pour accueillir ces enfants. Comment cette situation a-t-elle pu arriver ? C'est ce que dénoncent les parties civiles, comment l'aide sociale à l'enfance du Nord, qui avait en charge ces enfants, a pu placer ces jeunes sans aucun contrôle. Comment est-ce possible qu'elle n'était pas au courant que cette structure n'avait pas d'agrément ? Les parties civiles, elles déplorent que pendant ce procès, il n'y a pas de représentant justement de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord sur le banc des prévenus. Il faut savoir aussi que Julien M avait repris le flambeau de ses parents, également un temps à la tête d'une structure d'accueil, sauf que l'agrément des parents leur avait été retiré parce que le père donc de Julien M, avait été condamné pour agression sexuelle sur des mineurs qui étaient placés chez lui. Bruno C, lui, il a déjà été condamné à 2 reprises pour des agressions sexuelles sur des mineurs en 95 et en 2000. Et en 2021, il a même été condamné pour des viols incestueux sur sa fille. Ça, c'est pour les faits présumés qui leur sont reprochés. Mais eux, comment se défendent-ils ? Alors pendant l'enquête, ils ont reconnu le système de, entre guillemets, fausse famille d'accueil, une manière d'échapper au fisc selon eux, pressés par le tribunal là, depuis le début de la semaine. Ils ont admis que cette structure sans agrément, cette activité d'accueil visait réellement à se faire de l'argent, à se balader, disent-ils, avec des costumes à 2000 €. Concernant les violences, ils parlent de recadrage. On parle pourtant de coups de poing, de coups de pied, de menaces, de strangulation. Une vidéo de Julien M a même été diffusée à l'audience. On le voit serrer les testicules d'un jeune garçon à travers son pantalon, mais lui, il admet des gifles à minima, pas de coups, et il dit « Je n'ai jamais été violent avec ces jeunes ». Bruno C, lui, il a multiplié les provocations devant le tribunal. Il a ironisé sur le physique des jeunes filles qui étaient placées chez lui, disant qu'elles n'étaient pas à son goût, disant que, en fait, il avait sa fille et ça lui suffisait. Édifiant. Perrine Goulet, je reviens vers vous. Vous êtes députée, je le rappelle, présidente de la délégation aux droits de l'enfant à l'Assemblée nationale. La première question, elle est naturelle, elle paraît simple, mais elle est importante. Comment les faits que Justine vient de nous détailler ont-ils pu se produire selon vous ? Alors malheureusement, on constate que dans l'aide sociale à l'enfance, on a beaucoup de violences. D'ailleurs, la défenseure des droits, lors d'un précédent rapport, avait indiqué que notamment dans les foyers de l'enfance, il y avait énormément de violences. Et on sait que dans le huis clos de certaines familles d'accueil, parce qu'il ne faut pas jeter le discrédit sur toutes les familles d'accueil, il y a quand même des familles d'accueil qui font très bien leur travail, mais il y en a d'autres qui ne le font pas bien. Et comme il n'y a pas assez de contrôle de ces familles, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ce qui est quand même très étonnant, c'est que les enfants avaient fait des signalements, que ces signalements n'ont pas été entendus, qu'il n'y a même pas eu un contrôle de diligenté, a priori, pour aller voir ce qui se passait. Donc c'est plutôt embêtant, mais effectivement, au départ, on peut déjà se demander comment se fait-il qu'on ait pu confier ces enfants à une structure qui n'est pas agréée. Normalement, les départements agréent les familles qui peuvent accueillir des enfants.
ils doivent les contrôler régulièrement. Et donc là, on peut effectivement se poser la question de comment on a pu en arriver là. Et ce qui est un peu dommage, effectivement, c'est qu'au procès, même si on ne les avait pas sur le banc des accusés, je pense qu'il aurait été intéressant qu'on les ait au moins comme témoins pour essayer de comprendre comment on avait pu en arriver là, parce que ces jeunes sont très courageux. Moi, je trouve que ce qu'ils traversent et fait preuve d'un courage immense, mais il va leur manquer, à mon avis, certaines réponses à l'issue de ce procès. Je trouve dommage. Et concrètement, vous parliez de contrôle. Comment ça se passe? Comment on obtient un agrément? Comment on nous le retire? Et ensuite, par la suite, comment ça se passe quand on est famille d'accueil? Est-ce qu'on a des contrôles réguliers? Comment, normalement, ça devrait se passer? Alors, normalement, quand quelqu'un souhaite être famille d'accueil, elle fait un dossier auprès des départements, puisque c'est les départements qui gèrent les familles d'accueil. Et après, le département fait une petite enquête pour voir s'il leur confie l'agrément pour accueillir des enfants. Une fois qu'ils ont l'agrément, pour 1, 2, 3 enfants, eh bien, un enfant ou plusieurs leur sont confiés. Ces enfants, normalement, ils ont tous un éducateur référent. Donc cet éducateur référent doit venir régulièrement voir cet enfant, notamment pour préparer, bien entendu, les jugements, mais aussi prendre des nouvelles. Et là, déjà, on se rend compte dans tous les départements que c'est déjà très compliqué. Et après, les familles d'accueil sont des salariés des départements. Donc, normalement, le département devrait aussi les rencontrer comme tout salarié, les entretiens annuels ou ce genre de choses, et pas du tout. Donc là, on a vraiment des difficultés, et même des familles d'accueil qui sont en difficulté, parfois peinent à avoir un contact avec le département pour qu'on vienne les soulager. Donc on a un vrai sujet sur le statut de ces familles d'accueil. Qui plus est, les quelques contrôles qu'on peut faire, il faut absolument prévenir jusqu'ici les familles d'accueil, parce qu'on rentre dans leur intimité, on rentre dans leur maison et donc dans le privé. Donc on est obligé de les prévenir. Donc ça limite aussi les possibilités de détection des problématiques. Mais en fait, c'est toute la chaîne qui est aujourd'hui plus ou moins défaillante un peu partout dans le territoire. Alors justement, dans cette chaîne, je voudrais qu'on revienne sur l'aide sociale à l'enfance du Nord, qui plaçait ses enfants. Elle n'est pas présente, vous l'avez évoqué, à ce procès. Est-ce que vous trouvez ça normal, alors que c'est elle qui avait la charge de ses enfants? C'est ce que je vous disais à l'instant. Je pense qu'au moins, elle aurait dû être citée en tant que témoin. Mais après, voilà, moi, je ne suis pas là pour commenter une affaire judiciaire. Et je crois que le juge a d'ailleurs répondu qu'il était soumis à ce qui lui avait été renvoyé. Donc, voilà, c'est compliqué. On ne sait pas ce qui va aboutir derrière. Mais je pense que ça doit nous interroger tout de même. Surtout ces affaires de violence, il y en a quand même peu où les enfants, après avoir vécu tout ça, déposent plainte. On me demandait chez certains de vos confrères pourquoi on ne déposait pas plainte. J'aurais expliqué que quand on sort de l'aide sociale à l'enfance, on a envie de se construire soi. On essaie déjà de s'en sortir, on essaye d'avoir un logement, on essaye d'avoir une situation. Et quand on a fini par être stabilisé, des fois c'est un peu tard pour revenir et demander des comptes. Donc c'est pour ça que je trouve très courageux ces jeunes. Et il faut, à mon avis, qu'on ait quand même une réflexion globale, État-département, sur la prise en charge de ces enfants. Normalement, dans la loi, il est prévu qu'il y ait un registre des remontées d'informations d'enfants. Là, il est compliqué de pouvoir dire comment ça s'est passé au niveau du Nord, parce que voilà, on n'est pas magistrat et je ne sais pas comment ça se passe au niveau du département du Nord. Mais normalement, tout est dans la loi pour que ça n'arrive pas. Typiquement, vous parliez de recadrage, et j'en profite. Je rappelle à tout le monde qu'aujourd'hui, dans la loi, depuis 2019, ma collègue Maude Petit avait fait passer dans la loi comme quoi les violences éducatives ordinaires étaient interdites dans notre pays. Donc, un recadrage, il y a des adolescents, des enfants, ils ont besoin de cadre. C'est pas un sujet, on ne dit pas qu'il faut dire oui à tout. Mais il y a des recadrages, il y a des punitions qui n'ont pas besoin d'être faites avec de la violence. Et là, moi, je suis un peu embêtée quand on me dit qu'on recadre en faisant les gestes que vous avez indiqués tout à l'heure. Vous soulignez le manque de concertation entre peut-être l'aide sociale à l'enfance, la justice, les autres autorités. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer dans ce système ? Alors en fait, cette politique, contrairement un petit peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, la DAS, c'était quand c'était complètement l'État. Et c'était il y a plus de 40 ans. Depuis 40 ans, on a donné cette compétence aux conseils départementaux. Et donc, chaque conseil départemental agit sur cette politique en fonction de ce qu'elle en pense et de ce qu'elle a besoin de faire. Depuis 40 ans, l'État n'est plus vraiment aux côtés des départements puisque c'est une compétence des départements.
Moi, je suis convaincue que pour avancer avec ces enfants, on a besoin des deux jambes, de l'État et des départements. L'État pour effectivement les accompagner au jour le jour, les départements pour les accompagner au jour le jour, bien sûr, et l'État pour le reste, c'est-à-dire effectivement la justice. Typiquement, on parlait de la protection judiciaire de la jeunesse il y a quelques semaines. Un enfant qui est aide sociale à l'enfance, qui commet un petit délit, il passe en protection judiciaire de la jeunesse, quelque part, il n'est plus ASE, il passe État. Et puis quand il revient, il n'y a peut-être plus sa place dans la famille d'accueil. Donc on voit que là, il y a besoin de mieux faire travailler ensemble la partie justice et État. Mais également, on a de plus en plus d'enfants qui arrivent avec des troubles. Parce que quand on a été frappé pendant des années, quand on a été violé, quand on a été mal nourri, quand on a été délaissé, quand on est pris en charge, on est mis en protection, certes, mais il y a des troubles. Or, on sait très bien que la partie soins est très défaillante à l'aide sociale à l'enfance. Donc il faut que l'État reprenne sa place auprès des départements. Moi, je plaide pour qu'on monte des établissements communs, comme on peut avoir des établissements communs en handicap ou pour les personnes âgées, où on ait le soin et l'accompagnement des départements pour les situations des enfants qui nécessitent une prise en charge du soin. Et puis après, on a le parcours de l'enfant, l'insertion future de l'enfant. Et là, on a besoin de l'éducation nationale. Trop souvent, et je l'ai vécu, c'est les éducateurs qui font l'orientation sur des considérations financières ou portées par le département. On a besoin que l'éducation nationale dise non, cet enfant, en fait, il est capable de faire des études, laissons-le faire des études. Qui plus est maintenant, on a voté dans la loi le fait que les enfants de l'ASE puissent avoir les bourses 12 mois sur 12 et pouvoir rester également dans les logements du Crous. Donc on a tout intérêt à pousser ces enfants justement vers les études pour qu'ils aient une prise en charge, j'allais dire, de droit commun. Donc vous voyez, on a besoin du département, oui. On a besoin de l'État, oui. Et quand j'entends certains qui me disent qu'il faudrait revenir peut-être tout à l'État, honnêtement, il y a d'autres politiques de l'État portées que par l'État. On voit que c'est pas forcément mieux. Et la DAS, c'était pas forcément mieux. Le cas Émile Louis, on peut en reparler si vous voulez. C'était la DAS à ce moment-là. Donc on voit bien aujourd'hui que on a besoin, dans ces parcours d'enfants, qu'on dise pas, un coup il est sous la responsabilité de l'État, un coup il est sous la responsabilité du département. Non. Il doit être sous la responsabilité de la société et tout le monde doit se mettre autour, État et département, mettre les compétences et agir ensemble. On imagine qu'une prise en charge, pour qu'elle soit efficace, coûte cher. Est-ce qu'au final, c'est un problème de moyens ? Est-ce qu'il faut plus d'argent, plus de moyens pour éviter ce type de drame ? Alors, il faut, notamment sur la santé, il faut savoir que ces enfants ont droit à la CMU. Mais par contre, ça n'ouvre couverture maladie universelle. Oui. Par contre, ça n'ouvre pas droit à toutes les prestations payantes, type psychologue, ergothérapeute, ce genre de choses. Et je plaide avec une docteure de Necker, Madame Gréco, pour qu'il y ait un forfait soins qui soit donné à ces enfants-là annuellement pour pouvoir avoir accès à ces soins. Typiquement, quand on sait qu'une journée d'hospitalisation, c'est 1 200 € en moyenne, si on avait un forfait soins du même montant à l'année, on pourrait prendre en charge tous les soins en ville dont ils ont besoin. Donc on pourrait avancer plus vite. Parce qu'aujourd'hui, on les envoie vers les soins gratuits, les CMP, les CMPP, mais ils sont bouchés. Donc il faut qu'on agisse plus vite. Ça, c'est pour la partie soins. C'est une nécessité. Après, sur la partie prise en charge par les départements, oui, il faut investir plus sur ces enfants-là, bien sûr, mais on peut aussi trouver d'autres solutions sans avoir forcément un alourdissement des sommes investies, parce qu'on est déjà sur 10 milliards d'euros pour 377 000 enfants environ. Mais il y a plusieurs types d'accompagnement qui sont prévus dans la loi qui ne sont pas du tout développés dans les départements. Aujourd'hui, et on parle là des familles d'accueil, on parle beaucoup des foyers, mais il y a d'autres types de prise en charge qui ne sont pas du tout, j'allais dire, déployés et qui pourraient alléger, mais surtout permettre à certaines typologies d'enfants d'être accompagnés autrement. Typiquement, l'accueil par un tiers digne de confiance, c'est-à-dire on recherche dans l'entourage initial de l'enfant s'il y a une tante, une grand-mère, une marraine, par exemple, qui voudrait recueillir l'enfant plutôt qu'il soit mis dans un foyer. On a besoin de développer ces tiers dignes de confiance, mais on a besoin aussi d'accompagner ceux qui vont se lancer dans cette aventure, entre guillemets. Et donc, on a besoin, et c'est là aussi où les travaux de la délégation sont en train d'agir, pour essayer de faire des propositions pour mieux accompagner ces familles. On a aussi l'accueil durable bénévole, qui est dans la loi également, qui est entre l'assistant familial, qui est payé pour accueillir l'enfant, et l'adoption, où là, on coupe tous les liens avec l'enfant. Eh bien, l'accueil durable bénévole, c'est entre les deux, c'est-à-dire la famille n'est pas payée, mais accueille sur le long terme un enfant. On a besoin de développer ce type de prise en charge. Donc, vous voyez, on a besoin de multiplier les solutions
pour accueillir un maximum d'enfants. Parce que tous les enfants ne relèvent pas d'une prise en charge à temps plein et d'une grosse médiatisation. On a aussi des enfants parce que les deux parents sont décédés, parce que l'un a tué par exemple le deuxième, donc il se retrouve avec un parent en prison et l'autre décédé. Ces enfants-là, ils n'ont pas forcément connu peut-être les violences comme d'autres. Ils n'ont peut-être pas besoin d'un même accompagnement. Typiquement, je plaide aussi pour qu'on ait un nouveau statut d'assistant familial, un assistant familial, je vais dire, à temps partiel, c'est-à-dire il pourrait travailler à l'extérieur, donc un peu comme une famille, c'est-à-dire que l'enfant il va à la cantine, il va à la garderie, comme ça arrive pour tous les enfants. Donc il faut qu'on multiplie les dispositifs de prise en charge pour coller aux besoins des enfants, mais surtout pour répondre à, j'allais dire, l'augmentation importante de mise sous protection des enfants, qui est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que la parole se libère, mais on est à 10% d'augmentation par an depuis quelques années de mise sous protection, donc il faut vraiment qu'on réfléchisse autrement. Et oui, il y a besoin de moyens, mais il y a aussi besoin d'ouvrir les possibilités d'accueil pour répondre aux besoins de chaque enfant. Merci, Perrine Goulet. Merci beaucoup, Perrine Goulet. Merci beaucoup, Justine Chevalier. C'était Affaire suivante, le podcast inédit.